El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo Vous m'entendez bien? unido Oui. jamás será vencido. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon français. C'est une nouveauté pour moi de présenter des perspectives en français, mais je ne peux imaginer d'endroit plus approprié et plus bon que cette école. Et j'ai hâte d'avoir une discussion très enrichissante, car il y a tellement de choses à dire. Alors, en repensant à cette année, je pense qu'on peut conclure qu'elle a été l'une des plus mouvementées depuis des décennies. On a commencé l'année, comme Serena l'a déjà dit, avec la montée inspirante du mouvement en Serbie. Depuis, on a assisté au jour de la libération de Donald Trump et la vague des droits de douane, partie de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, au mouvement révolutionnaire en Indonésie, au Népal, à Madagascar et dans de nombreux autres pays à travers le monde, aux violences sectaires en Syrie, à la reprise du conflit entre l'Inde et le Pakistan, à la guerre de 12 jours avec l'Iran, les États-Unis et l'Israël, et au mouvement Bloquons tout en France et en Italie. Et cela ne couvre même pas tout. Qui soit, on pourrait assister à d'autres événements historiques avant la fin d'année. Mais l'objectif, comme Serena l'a dit, l'objectif de cette discussion n'est pas simplement de dresser un bilan des événements mondiaux. Comme l'indique le titre de cette session, notre tâche dans la discussion est de dégager le sens de ces événements et d'évaluer la perspective de la révolution socialiste mondiale qui se développe sur la surface. Quelles sont donc les perspectives de la révolution mondiale aujourd'hui? La première chose que je voudrais dire, c'est que la révolution n'est pas simplement une belle idée. Le renversement de tout un système social mondial ne se produit que lorsqu'il existe une base objective pour cela. Si un système social progresse, développe l'économie et améliore le niveau de vie de la majorité de la population, il peut alors maintenir une certaine stabilité et une révolution sociale mondiale est exclue. Mais lorsqu'on regarde le capitalisme aujourd'hui, ce n'est pas que ce qu'on voit. En fait, on voit le contraire. Partout dans le monde, les conditions de vie des masses ne cessent de se détériorer, malgré les progrès réalisés dans certains des domaines de la technologie, des communications, des machines, etc. Partout dans le monde, les masses ont subi des attaques soutenues contre le pouvoir d'achat de leur salaire, leurs conditions de vie, leur protection sociale, leurs soins de santé et leur éducation. Le Programme alimentaire mondial des États-Unis rapporte qu'on traverse une crise alimentaire mondiale. 318 millions de personnes dans le monde sont confrontées à une famine aiguë, soit plus de double du chiffre de 2019. Et ce, malgré le fait que le monde produit déjà suffisamment de nourriture pour nourrir 10 milliards de personnes. C'est révoltant.
Mais même dans les économies avancées et riches, les salaires réels stagnent et baissent depuis les décennies. En Grande-Bretagne, par exemple, les 15 dernières années ont été les pires pour les salaires réels depuis le début des enregistrements au XIXe siècle. Partout, l'exploitation de la classe ouvrière s'est intensifiée, alimentant une crise généralisée de santé mentale. Rien de tout cela n'a été atténué par des technologies telles que l'intelligence artificielle, parce qu'entre les mains des capitalistes, l'automatisation ne fait qu'alourdir le fardeau des travailleurs. Mais au milieu de cette misère, on voit une lueur d'espoir. Les bénéfices des grandes entreprises américaines sont les plus élevés depuis 2021. Et des grandes banques comme JP Morgan, ont enregistré d'énormes profits. Cela ne fait que souligner ce que Marx a écrit. L'accumulation de richesses à un pôle signifie donc en même temps à l'autre pôle une accumulation de misère, de torture à la tâche, d'esclavage, d'ignorance, de brutalité et de dégradation morale pour la classe dont le produit propre est d'emblée capital. Mais au-delà de la misère et de l'inégalité, ce que je tiens vraiment à souligner, c'est le fait que la bourgeoisie elle-même est extrêmement préoccupée par la santé de son propre système. Tous les stratèges du capital mettent en garde contre la stagnation et l'aggravation de la crise. Le rapport d'octobre du FMI, par exemple, déclarait « Dans une économie mondiale en constante évolution, les perspectives restent sombres. La dette constitue une menace majeure. La dette publique brute en pourcentage du PIB dans les économies avancées avoisine les 110%, soit un niveau proche de son plus haut historique. La dette des entreprises est encore plus préoccupante. Le mois dernier, 2 faillites d'entreprises ont effrayé les stratèges du capital. Comme l'a déclaré le patron de la banque JP Morgan, à propos de ces faillites, je ne devrais probablement pas le dire, mais quand on voit un cafard, il y en a probablement d'autres. Il faisait référence aux milliers d'entreprises qui ne sont pas rentables, en effet, depuis des années, et qui ne peuvent se vivre qu'en s'endettant de plus en plus. À cela s'ajoute le phénomène du crédit privé, c'est-à-dire le secteur bancaire parallèle, massif et peu réglementé. De 2020 à 2025, le marché mondial du crédit privé a augmenté de 1 000 milliards de dollars à 3 000 milliards de dollars en 5 ans. Pourquoi? Parce que les contrôles réglementaires mis en place après la grande crise de 2008 ont poussé les prêts à risque hors des grandes banques. Mais la demande pour ces prêts, cet argent, n'a pas disparu parce que ces entreprises improductives ont besoin de cet argent. Alors, d'autres entreprises ont commencé à prêter cet argent. Mais aussi, pourquoi ces banques parallèles prêteraient-elles à ces entreprises en premier lieu? Parce qu'il est plus rentable pour elles de prêter à d'autres entreprises que d'investir elles-mêmes dans l'expansion de leur production, dans l'économie réelle. Tout cela reflète les limites historique de la production capitaliste, qui, après tout, n'est pas destinée à répondre aux besoins humains, mais à générer des profits. Ça indique que les forces productives créées par le capitalisme
sont trop grandes pour les limites étroites du marché capitaliste, de la production capitaliste, l'exploitation, la production pour le profit, etc. Les relations fondamentales du capitalisme. Une autre source de préoccupation pour la bourgeoisie est le marché boursier. Ce qui est remarquable, c'est que tout le monde sait tout le monde peut voir qu'il existe une grande bulle dans les investissements de l'IA et que cette bulle finira par éclater. Jeff Bezos de Amazon l'a comparé au boom ferroviaire des années 1840, qui a conduit à une profonde crise économique en 1847, suivie incidemment par l'année révolutionnaire de 1848. Mais il faut demander, pourquoi la quasi-totalité de la croissance économique est-elle concentrée dans une poignée d'entreprises comme Apple ou Palantir? Premièrement, c'est parce qu'il s'agit de monopoles qui dominent le marché, dominent l'économie, mais aussi les autres capitalistes n'ont aucun intérêt à investir dans la production, donc ils cherchent donc à gagner de l'argent, des profits par la spéculation pure. Et lorsque le crash boursier inévitable se produira, il ne touchera pas simplement les grands investisseurs, mais aussi les ménages ordinaires. En fait, le magazine anglais The Economist, l'économiste, prédit que l'impact d'un effondrement du marché boursier pourrait provoquer une récession dans l'économie réelle des États-Unis. De quels outils la classe dirigeante dispose-t-elle pour faire face à cette crise? Seulement la baisse des taux d'intérêt et les mesures de relance financière, ce qui signifie une nouvelle hausse de la dette et de l'inflation. Ce n'est pas ce que je dois souligner. Ce n'est pas une crise cyclique normale pour le capitalisme. C'est ce que Trotsky a décrit comme une crise organique du capitalisme, à laquelle le système ne peut échapper sans une destruction accrue des forces productives et des conditions de vie de milliards de personnes. Cette crise provoque aussi une crise de l'ensemble du système à tous les niveaux, non seulement économique, mais diplomatique, militaire, politique et social. Dans le contexte de cette crise, on voit que le soi-disant ordre mondial libéral fondé sur les règles, qui a maintenu la domination américaine pendant des décennies, s'est transformé en contraire. On voit l'effondrement, en effet, de ce système de domination. Le facteur le plus important dans ce processus, à mon avis, est la montée en puissance de la Chine, surtout dans l'économie. Entre 2000 et 2025, le commerce chinois a augmenté de 1200%. La Chine est devenue le premier exportateur mondial et le principal partenaire commercial d'environ 175 pays. Aujourd'hui, la Chine domine aussi plusieurs industries de haute technologie. Elle produit 70% des voitures électriques dans le monde et pour la première fois, l'Allemagne affiche un déficit commercial avec la Chine dans le domaine des biens d'équipement, dans l'industrie ingénierie. La Chine, c'est-à-dire que la Chine bat l'Allemagne à son propre jeu. En outre, la Chine domine le traitement des minéraux stratégiques comme le coltan. Et la guerre commerciale des États-Unis et les droits de douane de Trump est un
un moyen de faire face à cette menace, à la domination américaine. Mais dans cette guerre commerciale, on voit que Trump a dû reculer un peu en raison de l'interdiction chinoise d'exporter des terres rares, démontrant ainsi la vulnérabilité des États-Unis et de l'Occident. Mais au lieu d'offrir une issue à la crise, le développement rapide de l'industrie chinoise n'a fait que exacerber la crise. La surproduction industrielle chinoise est un problème majeur, inondant les marchés mondiaux d'acier et d'automobiles, intensifiant les tendances protectionnistes à l'échelle mondiale. Cela reflète un autre obstacle capitaliste gigantesque, c'est l'État-nation bourgeois. Les capitalistes de chaque nation cherchent à protéger leurs propres intérêts, le propre marché et le propre profit. Trump en est un fervent partisan, bien sûr, mais même les gouvernements qui se targuaient de défendre le libre-échange, comme l'Allemagne, réclament désormais davantage de protectionnisme. Martin Herrenknecht, par exemple, un grand patron allemand, affirme que l'Europe d'abord, Europe first, n'est pas un slogan, mais une nécessité. Oui, mais c'est quoi l'Europe? L'Europe, ce n'est qu'un ensemble de petits États-nations capitalistes, chacun avec ses propres intérêts, ses propres industries nationales qu'il souhaite protéger. Ainsi, l'Europe d'abord signifie en réalité l'Allemagne d'abord, ou peut-être la France d'abord, où les plus puissants chercheront à imposer leurs intérêts aux autres, tout comme Trump. Et cela représente une menace majeure pour l'unité et l'intégrité du marché unique européen. Cette réponse protectionniste nuira au capitalisme mondial, en fait, dans son ensemble, entraînant une inflation plus élevée, des dettes plus importantes et une fragmentation du commerce mondial. Et la bourgeoisie le sait. Les mêmes stratèges bourgeois qui affirmaient les leçons des années 1930 et la Grande Dépression, la libre-échange, maintenant, aujourd'hui, réclament la protection parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. La bourgeoisie est prise au piège de son propre système irrationnel. Cela reflète le déclin du système capitaliste soi-même et de la bourgeoisie comme classe dirigeante. Un autre symptôme de la crise du système est la propagation des guerres à travers le monde. Dans ces conditions, les contradictions entre les nations et les puissances impérialistes éclatent. Une caractéristique très importante dans ce processus, c'est le déclin relatif de l'impérialisme américain. Après la chute de l'Union soviétique, les États-Unis ont exercé une domination incontestée. Mais la montée en puissance de la Russie et surtout de la Chine a fondamentalement modifié l'équilibre des forces globales. Et les États-Unis ne peuvent pas simplement imposer leur volonté. Il reste néanmoins la puissance impérialiste la plus forte au monde et leur tentative pour conserver leur hégémonie déstabilise des régions entières. En Ukraine, l'administration Biden espérait que provoquer la guerre, une guerre majeure en Ukraine, affaiblirait la Russie et aussi, en fait, l'Europe.
les sanctions ont nuisé à l'économie européenne. Mais la Russie a trouvé les moyens de contourner les sanctions et s'est rapprochée de la Chine. Les propres stratèges de Washington ont admis que la guerre était impossible à gagner. Trump est arrivé au pouvoir l'année dernière en promettant qu'il mettrait fin à la guerre en 24 heures. Et pourtant, la guerre continue, dévastant l'Ukraine. Et pourquoi? Tout le monde sait que l'Ukraine ne peut pas reprendre ses territoires perdus et que toute paix sera finalement conclue selon les conditions de la Russie. Les propositions actuelles qui circulent des États-Unis et de la Russie reflètent les exigences de Poutine. Pas d'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine, réduction de moitié des forces armées ukrainiennes, et la Russie conserve la possession du Donbass, et plusieurs d'autres. En fait, ces conditions sont similaires à celles qui avaient été proposées au début de la guerre, mais pires. Mais Zelensky ne peut accepter de telles conditions sont provoquées un effondrement politique. Il poursuit donc la guerre. Et les puissances réactionnaires européennes, inquiètes de l'influence russe en Europe centrale et orientale, poussent également à la poursuite de la guerre, encourageant même Kiev à étendre la conscription aux jeunes de 18 ans. Leur soi-disant soutien n'apporte rien d'autre que davantage de destruction. Au fait, je remarque que les actions des fabricants d'armes européens ont chuté lors de l'annonce de ces propositions américaines. C'est comme Lénine l'a dit, la guerre c'est terriblement profitable. Non? Il faut souligner, quelle que soit la paix qui finira par s'installer, l'Ukraine en sortira ruinée et subordonnée. Ses alliés occidentaux n'ont aucun intérêt de la reconstruire. Le pays se retrouvera dans une position coloniale encore plus dépendante qu'auparavant. Nous devons insister sur le fait que la seule base progressiste pour la paix en Ukraine est la révolution dans l'un des pays belligérants, y compris l'Europe et les États-Unis. Ici en Europe, nous devons dénoncer le rôle réactionnaire de notre propre classe dirigeante en établissant le lien entre ses actions en Ukraine et sa complicité, son soutien dans la guerre génocidaire menée par l'Israël contre le peuple palestinien. Au Moyen-Orient, malgré tous les discours sur les paix, les tueries se poursuivent. Même après le cessez-le-feu, Israël a bombardé non seulement Gaza, mais aussi le Liban, tandis que les colons israéliens et l'armée israélienne intensifient leurs attaques en Cisjordanie. Ce génocide continu du peuple palestinien garantit qu'il ne peut y avoir de paix durable dans la région. Sans le soutien des États-Unis, Israël ne pourrait pas mener sa guerre brutale ni déstabiliser la région. Et bien qu'une guerre régionale plus large ne soit pas dans l'intérêt de Washington, les États-Unis sont néanmoins entraînés dans ce conflit car ils ont besoin, en fait, de l'Israël comme seul allié fiable, solide. Une dynamique similaire apparaît au Soudan, où les puissances alignées sur les États-Unis, comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite,
soutiennent les deux parties d'un conflit dévastateur, laissant Washington incapable d'imposer un cessez-le-feu significatif. En République démocratique du Congo, également, des décennies de sang versé se poursuivent, malgré les nobles promesses des accords de paix comme de Trump. Au Soudan, en Syrie, en Libye et au Sahel, le capitalisme n'offre que l'effondrement de l'État, la guerre civile et une horreur sans fin. Mais un autre aspect important de la crise du système capitaliste est son impact sur la domination politique de la bourgeoisie elle-même. Dans tous les pays riches et soi-disant démocratiques, on assiste à une crise de l'ensemble du régime politique. Aux États-Unis, les républicains et les démocrates sont tous deux détestés. Trump a gagné l'élection l'année dernière parce qu'il n'était pas considéré comme vrai républicain. Il était considéré comme un candidat anti-establishment. Qu'est-ce que l'establishment? C'est un mot français, establishment? Ok, bon. L'ensemble des milliardaires, des politiciens de carrière, des bureaucrates de l'État, des dirigeants de médias, des juges, etc., qui gouvernent réellement le pays et dictent la politique du gouvernement, quel que soit le parti élu. La haine de l'establishment reflète d'un côté la colère de classe, en fait, et l'absence d'alternative de gauche ouvre la voie à des populistes de droite comme Donald Trump et comme les autres, comme alternative pour l'Allemagne. J'ajouterai que le récent vote en faveur de la divulgation des dossiers Epstein reflète également cette énorme colère de classe, à mon avis. Un membre du Congrès américain, démocrate, qui s'appelle Ro Khanna, a dit que les personnes ordinaires, les Américains ordinaires de la classe ouvrière, lui demandent: es-tu du côté des personnes oubliées comme nous ou du côté de la classe d'Epstein? La classe d'Epstein. Je pense que c'est extrêmement puissant, ça. L'idée qu'il existe toute une classe de personnes qui non seulement connaissaient Epstein et bousaient les femmes et les filles avec lui, mais qui le protégeaient pendant les années. Et tenter de dissimuler la vérité. Et qui est cette classe? C'est la classe dirigeante. Et le fait que Trump soit désormais associé non seulement à Epstein, mais aussi à la tentative de suppression de ces dossiers, lui est extrêmement préjudiciable et a même, franchement, des implications révolutionnaires. Je dirais. Je veux dire par là que l'idée que toute la classe dirigeante est moralement dégénérée et corrompue est évidemment très dangereuse du point de vue de la classe dirigeante. Je pense aussi que la récente fermeture du gouvernement pour le budget est également un exemple de cette crise du système, du régime. Non. Les règles constitutionnelles au budget de l'État et l'obstruction parlementaire, le filibuster en Amérique, ont évolué pour éviter les extrêmes et maintenir le consensus entre les deux partis traditionnels aux États-Unis. Mais aujourd'hui, la polarisation de la société, causée par la crise et l'austérité, rend ce consensus impossible. Les démocrates ont refusé de voter le budget parce qu'ils se rendent compte que s'ils sont perçus comme soutenant de nouvelles attaques contre la classe ouvrière, ils seront encore plus détestés. Ils ont donc utilisé la fermeture pour faire semblant de se soucier
des Américains de la classe ouvrière. Ainsi, même s'il dispose d'une majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, Trump n'a pas pu faire adopter son budget pendant 40 jours. C'est historique, ce qui a provoqué une perturbation significante de l'économie. Le fait important est que la bourgeoisie perd le contrôle de son propre régime, de son propre État, en effet, ce qui contribue en réalité à l'instabilité politique et économique du pays. Mais la crise du pouvoir bourgeois est particulièrement profonde en Europe. L'Europe a été le berceau du capitalisme. Mais aujourd'hui, elle est loin derrière les grandes puissances comme les États-Unis et la Chine. Le capitalisme européen, et en particulier le capitalisme allemand, s'était positionné entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Il achetait du pétrole et du gaz de bon marché à la Russie, puis vendait des produits de grande valeur au marché américain et chinois. Cela est désormais impossible. Ils ont désormais, en suivant les États-Unis, dans l'application de sanctions sévères contre la Russie, les impérialistes européens ont paralysé leur propre industrie, en fait. Ils ont désormais dû accepter d'augmenter leur contribution à l'OTAN, mais ils ne peuvent le faire qu'en s'endettant davantage, alors que la plupart des pays européens ont déjà un ratio dette-PIB supérieur à 100%. Dans le même temps, les droits de douane américains ont nui aux exportations européennes, y compris celles de la Suisse. En effet, l'Europe est prise en étau entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Les petites puissances européennes sont incapables de rivaliser dans le domaine des technologies de pointe, par exemple, car leurs monopoles sont trop petits. Elles sont désormais dépassées dans les secteurs de l'automobile et de l'ingénierie, où le capitalisme allemand, en particulier, était autrefois dominant. Dans le passé, les puissances européennes ont utilisé l'impérialisme et leurs anciennes colonies pour maintenir la paix dans son propre pays. François Mitterrand, le président français dit socialiste, a déclaré « Sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. » En d'autres termes, sans l'exploitation de ces anciennes colonies, l'impérialisme français ne pourrait pas jouer un rôle indépendant dans le monde et maintenir ses profits. Eh bien, nous sommes au XXIe siècle et la France a subi de lourdes défaites en Afrique. La victoire de la Russie en Ukraine entraînera probablement un rapprochement supplémentaire avec la Russie en Afrique, mais aussi en Europe centrale et orientale, la zone d'influence de l'Allemagne. La bourgeoisie européenne est confrontée à une crise sur tous les fronts historiques et n'a aucune issue. Fondamentalement, cela signifie que les acquis passés de la classe ouvrière européenne ne peuvent plus être financés par la bourgeoisie, qui exige une austérité encore plus impitoyable qu'après 2009. Cela provoquera d'énormes explosions de la lutte de classe. Dans ce contexte, les institutions de la démocratie européenne, dites libérales, sont paralysées
par leurs propres contradictions. C'est quoi l'État démocratique bourgeois? C'est un instrument de la domination de classe de la bourgeoisie. Mais il gouverne par les institutions formellement démocratiques, telles que les élections auxquelles les travailleurs ont le droit de voter. En temps normal, cela ne pose pas de problème. Et la bourgeoisie règne encore plus facilement, en fait, sous la soi-disant démocratie que sous l'autre forme de l'État. Mais lorsque les intérêts de la grande majorité de la population s'opposent si clairement aux besoins du capitalisme et de la classe capitaliste, cela provoque une crise de la démocratie bourgeoise elle-même. En France, partout, tous les partis qui mènent une politique d'austérité risquent d'être détruits lors des élections. Et la coalition des partis traditionnels, modérés, responsables et tout cela, est de plus en plus détestée. En conséquence, le gouvernement français ne parvient pas à faire adopter le budget et a perdu 100 premiers ministres en 2 ans. Les partis modérés redoutent les nouvelles élections comme la peste. Ils s'accrochent donc au pouvoir, mais les autres partis ne veulent pas être responsables de l'austérité. Ils refusent donc de voter le budget, donc l'impasse. La seule force qui maintient Macron et Le Cornu au pouvoir est celle du Parti socialiste, des socialistes, qui veulent en montant prétendre, comme les démocrates américains, qu'ils se battent pour les travailleurs, pour les travailleurs. Contrairement à la France, en Grande-Bretagne, le Parti travailliste dispose d'une large majorité, ce qui laisse penser que la situation est stable. Mais le gouvernement ne peut pas faire passer de loi, car ses propres députés craignent de perdre leur siège aux élections. Keir Starmer, a tenté de réduire les allocations d'invalidité, mais il a échoué. Il a tenté d'augmenter les impôts, mais là encore, il a échoué. Aujourd'hui, Reform UK, le parti de Nigel Farage, un parti populiste de droite, comme le Rassemblement national en France, et le parti vert, les Verts, dévancent les 2 partis traditionnels dans les sondages. Ça, c'est sans précédent dans l'histoire de la Grande-Bretagne. C'est le résultat du déclin absolu. J'ai parlé du déclin relatif de l'impérialisme américain, mais ça, c'est le résultat du déclin absolu et irréversible, ça c'est important ça, de l'impérialisme européen et de la crise insoluble du capitalisme européen. La bourgeoisie n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui en Europe. C'est un fait. Les populistes de droite ne peuvent pas inverser ces tendances objectives fondamentales. Mais la lutte entre les populistes et l'establishment montre à tous la véritable nature de la bourgeoisie, de la démocratie bourgeoise. Par exemple, l'exclusion de Marine Le Pen des prochaines élections présidentielles en France. Ça montre la véritable nature de la démocratie bourgeoise en France. Et tout cela a des implications révolutionnaires. Après tout, Lénine a expliqué que la première condition d'une révolution réussie est que la classe dirigeante soit divisée et qu'elle ne puisse plus gouverner comme elle l'a fait dans le passé. Et pour ces raisons, il faut aussi dire que la crise en Europe est le front le plus important du processus révolutionnaire actuel. Nulle part ailleurs, la combinaison de la faiblesse de la classe dirigeante
et de la force de la classe ouvrière n'est aussi prononcée. Les camarades en Europe doivent prendre cela à cœur parce que cela a des implications pour notre travail. Mais la crise du système et la faiblesse de la classe dirigeante signifient-elles à elles seules la victoire inévitable de la révolution socialiste? Non. Les révolutions ne sont pas faites par les forces productives. Elles sont faites par les êtres humains. Et parallèlement à la crise et la confusion de la classe dirigeante, cette année, on a assisté à une vague de luttes de classe et de mouvements révolutionnaires inspirants à travers le monde. Le premier point à souligner est le rôle des jeunes dans ces mouvements. Tous ceux qui l'ont, les jeunes sous l'âge de 30, tous ceux qui l'ont connu, c'est la crise, l'austérité, la guerre, le chaos. L'un des enseignements de la vague de révolution de la génération Z, de Gen Z, est que les millions de jeunes à travers le monde sont confrontés aux mêmes problèmes. La corruption, par exemple. Merci. La corruption était un grand problème dans les pays comme Népal, Kenya, Madagascar, mais aussi en Serbie. La question de corruption a également été soulevée dans le mouvement inspirant qui a éclaté après la catastrophe de Novi Sad en Serbie. C'est universel, mais aussi l'inégalité. Les Nepo babies, je ne sais pas comment dire en français, les bébés Nepo, oui, comme ça. Vous comprenez. Au Népal, les Nepo bébés au Népal. Mais aussi, ces mouvements, et ça m'inspire beaucoup, ces mouvements se sont inspirés les uns les autres. Le drapeau du Straw Hat Crew de One Piece, en Indonésie, on peut voir ça en Népal et Maroc, je pense, d'autres pays. Le nom Révolution de Génération Z vient de Kenya et maintenant il s'applique dans beaucoup de pays. Aux États-Unis aussi, l'élection de Mamdani, qui se décrit lui-même comme socialiste, est un véritable séisme, d'autant plus qu'il a été qualifié de communiste par Trump. Il a été élu non parce qu'il est un démocrate, mais parce qu'il n'était pas un démocrate normal de l'establishment. Cela se passe à un moment où 34% des Américains âgés de 18 à 29 ans se déclarent favorables au communisme, et cela dans le pays capitaliste le plus puissant du monde. En anglais, on dit « the belly of the beast ». Je ne sais pas la phrase en français. En France, l'énorme mouvement bloquant tout a été déclenché par une personne sur TikTok. Et le mouvement antisyndical, la direction antisyndicale, doit rattraper son retard. C'est finalement la grève du 10 septembre, le mouvement bloquant tout du 10 septembre, qui a causé la chute de Bayrou, le gouvernement et le budget réactionnaire, austéritaire de François Bayrou. Il est important de souligner qu'une grande partie de ce qui paralyse les représentants de la classe dirigeante française est précisément ce facteur, en fait. La réponse furieuse des masses, si les politiciens, si la classe dirigeante française pensaient que les travailleurs français allaient accepter ces attaques sans réagir, ils n'hésiteraient pas. Mais ce n'est clairement pas le cas. En fait, ils craignent sincèrement de voir se répéter 1968, voire pire, en fait. La grève générale inspirante en Italie
a également repris le slogan « Bloquons tout ». Là encore, elle a été déclenchée en dehors des organisations traditionnelles de masse, le CGIL, en Italie. Elle exprimait aussi le désir des travailleurs d'agir eux-mêmes directement, mais par les moyens de la classe ouvrière. Mais ce qui est remarquable dans ces événements, c'est qu'il s'agit d'une grève générale observée par des millions de travailleurs, non seulement pour une question politique, et ça c'est important, mais aussi pour une question de solidarité internationale avec la Palestine. Des manifestations de masse ont également lieu en Espagne, à Amsterdam et à Berlin, où la classe dirigeante a tenté d'écraser le mouvement palestinien très durement. Ce n'est pas une mince affaire. Oui, il y a un sentiment de répulsion morale face au génocide qui se déroule à Gaza, mais cela ne suffit généralement pas à produire des mouvements comme celui-ci. Ce n'est pas normal. En fait, la Palestine est devenue le partenaire de toute la colère et du mécontentement accumulé parmi les travailleurs et les jeunes. En particulier en Occident, car ils font le lien entre les crimes de l'État israélien et leur propre classe dirigeante qui les vole et les opprime jour après jour. De quoi parlons-nous ici? D'un bond en avant dans le développement de la conscience de classe, en particulier chez les jeunes, qui atteint déjà des niveaux révolutionnaires partout dans le monde. Mais une autre leçon de cette année concerne la question de l'organisation et de leadership. À l'approche de la fin de l'année 2025, on doit dresser un bilan non seulement de ce que ces mouvements signifient pour l'avenir, mais aussi de ce qui a été accompli jusqu'à présent. La première chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est qu'on ne pouvait pas demander plus aux masses en termes d'héroïsme. Dans des pays comme le Népal, le Kenya ou la Tanzanie, des jeunes non armés ont balayé la police et bravé des balles réelles. Beaucoup ont donné leur vie, mais tout en reconnaissant l'incroyable puissance des masses, qui est précisément le moteur de la révolution mondiale. On doit également reconnaître que les régimes que ces révolutions cherchent à détruire restent presque intacts. Au Népal, Sharma Ali démissionne pour être remplacé par un ancien président du corps suprême, âgé de 73 ans, c'est-à-dire une figure de l'ancien régime. Non? De même, au Bangladesh, Sheikh Hasina a été remplacé par un économiste bourgeois lié à l'ONU. Ces deux régimes dits de transition sont chargés d'organiser des élections, mais il faut savoir qu'ils préparent une escroquerie pour protéger les biens des riches. Au Kenya, le régime Ruto est toujours solidement en place et ayant tiré les leçons de l'année dernière, il a réussi à paralyser temporairement le mouvement par la répression brutale. De même, en Tanzanie, le régime Hassan a tué de centaines, voire des milliers de personnes. Les mouvements dans ces pays sont loin d'être terminés. Sous les coups de la crise, les masses se soulèveront à nouveau. Mais les événements de cette année ont montré les limites du mouvement à ce stade. Au Kenya, le slogan « Sans parti, sans tribu, sans chef » exprimait une saine haine de classe envers l'établissement et un désir d'unité.
Mais cela signifie aussi que lorsqu'il fallait un leadership pour montrer la voie à suivre et galvaniser le mouvement, il n'y en avait pas. Seulement des influenceurs accidentels qui étaient souvent achetés par le régime au Kenya. De même, le slogan « Sereni Numbers », ça veut dire le secret, c'est le nombre, a pris de l'importance au Kenya. Cela signifie que si on rassemble suffisamment de personnes dans les rues, le régime ne pourra pas résister. On voit maintenant que le nombre seul ne suffit pas. Les masses ont besoin d'organisation pour pouvoir coordonner le mouvement, créer une direction responsable et de s'orienter vers les couches qui n'ont pas encore été emportées par la révolution. Avant tout, la jeunesse révolutionnaire a besoin d'un parti pour rassembler les couches les couches les plus avancées qui ont déjà tiré la conclusion que le renversement du système est nécessaire et qui pourra ensuite intervenir dans les futures vagues du mouvement et montre la voie à suivre. C'est sur cette base que nous devons chercher à construire les premiers noyaux de tels partis dans ces pays et partout dans le monde. Mais cette leçon ne s'applique pas seulement aux pays, les pays plus pauvres. En Occident, la classe ouvrière est plus forte et mieux organisée, mais ces organisations sont freinées par des dirigeants terribles. Cette crise de direction dans le mouvement européen n'est d'ailleurs pas un accident. Le produit de personnalités mauvaises ou faibles, c'est une faiblesse politique. Toute la mentalité des dirigeants de l'antisyndical en France et en Italie, par exemple, n'est même pas orientée vers l'obtention de réformes, en fait. Même les réformistes ne se battent pour les réformes, mais vers la limitation des dégâts causés par les attaques de la classe dirigeante contre les travailleurs. Ils estiment avant tout que leur rôle est d'assurer la stabilité. Ils ne veulent pas lutter contre la classe dirigeante parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent gagner. Ainsi, après avoir été entraînés dans le mouvement Bloc en tout, les dirigeants en France, les dirigeants syndicaux sont revenus aux journées d'action habituelles, sans perspective d'avenir. C'est pourquoi la journée d'action de 18 septembre a été décevante par rapport à celle du 10e. La lutte contre Macron et la classe dirigeante française nécessitera donc des combats importants au sein même des organisations de la classe ouvrière et une organisation de milliers de cadres marxistes aurait un rôle central à jouer dans cette lutte, sur la base de laquelle un parti révolutionnaire de masse de la classe ouvrière française pourrait finalement être construit. De même, l'appétit pour le changement que Zoran Mamdani, a suscité dans sa campagne pour la mairie de New York c'est progressiste. Mais tant qu'il restera lié, lui et sa base, au Parti démocrate, ensuite le principal parti de la bourgeoisie américaine, il décevra. Les 100 000 personnes qui se sont portées volontaires pour Mamdani pourraient constituer la base d'un nouveau parti ouvrier aux États-Unis, qui pourrait modifier radicalement le paysage politique en ce pays. Même s'il était entravé
sur le front électoral par le système bipartite. Il pourrait constituer un pôle d'attraction pour des millions de personnes alors que la crise se poursuit. Malheureusement, je ne pense pas que Mamdani ou l'un de ces démocrates de gauche va le faire. Mais de plus en plus de gens tireront des conclusions similaires à nôtre. Et nous devons être capables d'atteindre ces personnes, de les organiser et de les former en tant que cadres marxistes. Et à cet égard, nous devons considérer notre travail actuel à tous les niveaux comme un investissement dans la future révolution socialiste mondiale. La route qui nous attend ne sera ni droite ni facile. Je peux vous assurer qu'il y aura des défaites. C'est naturel compte tenu du leadership qui existe actuellement. Il y aura de la confusion dans tous les mouvements. Là encore, c'est naturel. Les masses apprennent par l'expérience. Le rôle des communistes n'est pas simplement d'annoncer, mais d'expliquer patiemment et de démontrer dans la pratique les limites du mouvement actuel et du leadership actuel, en indiquant la voie à suivre. En conclusion, cette année, peut-être plus que toute autre, a prouvé que le monde entre dans une période révolutionnaire dans l'histoire. Des millions de personnes à travers le monde cherchent une issue de la crise et de plus en plus se tournent vers les idées révolutionnaires et marxistes. Des défis nous attendent, mais les opportunités de construire des partis communistes révolutionnaires, comptant des milliers de cadres à travers le monde, n'ont jamais été aussi grandes. Saisissons ces opportunités. À deux mains, construisons une internationale capable d'assurer une direction révolutionnaire à la classe ouvrière. Si nous le faisons, nous vaincrons. Merci. Salut. Ouais, le Canada et la Suisse, il y a plusieurs choses qu'on a en commun. Apparemment que vous aimez aussi le hockey un peu comme nous, peut-être un peu moins. Apparemment, la proportion de la population francophone en Suisse et au Canada, dans les deux pays, c'est 22%. Alors, fun fact. Puis un autre truc en commun, c'est que les deux pays sont vus comme des pays très stables, hein, avec une population un peu qui se rebelle pas beaucoup, qui est très passive. Mais c'est en train de changer au Canada. Puis il y a un exemple assez intéressant qui s'est passé récemment. Et c'est un produit de la crise qui traverse le Canada. Hein. En ce moment, sous l'impact des tarifs de Trump sur le Canada, il y a des fermetures d'usines importantes, particulièrement en Ontario, où est-ce que les usines de voitures sont en train de déménager au sud, mais aussi à travers le pays, il y a vraiment une crise importante. Puis on se dirige vers une récession. Et puis en même temps, les services sociaux sont en train de s'effondrer. Il y a un déficit d'investissement dans les infrastructures d'entre 110 et 270 milliards de dollars, assez profond. Et il y a une colère qui gronde sous la surface. Puis je vais vous donner un exemple de comment cette colère peut s'exprimer avec le cas récent ça s'est passé le mois dernier en Alberta. Puis pour vous dire, l'Alberta, c'est une province du Canada. Et c'est un peu vu que l'Alberta, c'est un peu comme le Texas du Canada. Alors, les gens portent des chapeaux de cow-boy. C'est une province qui dépend du pétrole. Et c'est très conservateur. Et récemment, il y a eu une grève des enseignantes
en Alberta. Une grève qui a reçu un soutien massif. Les gens soutiennent massivement les enseignants. Et ça a été très populaire. Il y a eu la plus grande grève de l'histoire de l'Alberta en soutien aux enseignants. 30 000 personnes qui sont allées à Edmonton. Pour l'Alberta, c'est immense comme manifestation. Après je pense que ça a duré assez longtemps, ces grèves-là, deux semaines ou quelque chose comme ça. Puis la première ministre a donc menacé de forcer le retour au travail, d'illégaliser la grève par une loi de retour au travail. Puis devant la rumeur de loi de retour au travail, le slogan d'une grève générale a émergé dans la population. Un slogan qui est devenu rapidement immensément populaire, qui a circulé partout sur toutes les lèvres. Puis, ça a forcé la principale centrale syndicale à menacer d'entrer en grève générale si la loi de retour au travail était adoptée. Et la première ministre, connaissant la direction syndicale, a dit « Ouais, mon œil ». Alors, elle a imposé la loi de retour au travail. Et la direction syndicale du syndicat lui-même n'a pas défié le retour au travail et retourne au travail. Et la direction syndicale, la centrale, n'a pas n'a pas déclenché une grève générale. Ça a été donc un flop important. C'est bon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la seule chose qui est intéressante, mais un élément qui est particulier, c'est que ça a fait scandale qu'il n'ait pas adopté, qu'il ne soit pas entré en grève générale. Il y a un sondage qui a montré que 51% de la population qui soutenait une grève générale. C'est incroyable dans une province qui est vue comme aussi conservatrice. Puis c'est au point tel que le chef de la centrale syndicale, qui s'appelle Gil McGowan, a fait une conférence de presse la semaine dernière dans laquelle il s'est excusé publiquement de ne pas avoir déclenché de grève générale. Ça vous indique le mood dans la société, l'émotion dans la société, la combativité qui existe sous la surface, hein, et comment les endroits même les plus conservateurs peuvent devenir les plus combatifs. Puis ça m'amène un deuxième point que je veux faire, qui est sur l'état du mouvement syndical. Puis je vais parler du Canada, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de semblable dans le reste du monde, probablement en Europe, certainement aux États-Unis aussi, qui est vraiment qu'à notre époque, on va au Canada, on voit une grande combativité dans les syndicats, mais c'est-à-dire pas dans les syndicats, mais chez les travailleurs, hein, avec des taux d'appui des travailleurs pour des grèves de 95-99%, donc des votes de grève de 95-99%. Et donc, il y a eu une série de grèves importantes au Canada dans les derniers mois, dans la dernière année. Mais en même temps, les directions syndicales ne suivent pas cette combativité-là. Chaque fois, souvent, ce qui arrive, c'est soit elles adoptent des ententes de retour, des ententes de principe, donc des contrats dans le dos des travailleurs à la dernière minute avant de déclencher une grève, ou bien à la fin d'une grève majeure, elles signent un contrat qui est complètement décevant, qui ne répond pas aux aspirations des travailleurs. Les travailleurs se retrouvent un peu comme... Ils ne veulent pas rentrer en grève sans leur direction syndicale, alors la grève est vaincue. Et ça montre vraiment qu'on voit une contradiction entre la combativité qu'on voit chez les travailleurs et leur direction syndicale, qui vivent vraiment dans le passé. Elles s'imaginent qu'elles sont encore à l'époque de l'après-guerre, où est-ce qu'il suffisait d'une grève d'une menace de grève pour obtenir des grosses concessions. À notre époque, c'est plus possible. Il n'y a plus l'espace, il n'y a plus la marge de manœuvre chez les capitalistes pour accorder des hausses de salaire ou quoi que ce soit. Mais c'est plus que ça, c'est que même la combativité en soi ne suffit plus. Il n'y a plus l'espace pour
pour faire ce genre pour faire les moindres concessions. En ce moment, il y a des fermetures d'usines. Alors, même si les syndicats étaient combatifs et faisaient des grèves, une grève pour protéger une usine qui ferme, ça ne fonctionne pas. Le patron, il dit, ben c'est ce que je voulais, merci. Alors, ça va prendre une direction syndicale qui est prête à aller au-delà des limites du capitalisme, des directions syndicales qui sont prêtes à sortir du cadre du capitalisme, à ne pas respecter la propriété privée à coup d'occupation et qui demandent, c'est ça, d'occupation d'usines et qui demandent les nationalisations. Presque fini. La semaine dernière, il y a même une direction, et c'est en train d'émerger. La semaine dernière, par exemple, il y a un chef syndical qui a dit qu'il faudrait qu'il fasse une occupation d'usine, mais ça reste très marginal. Et ça signifie que ça va prendre des directions syndicales, qui ont une perspective qui va au-delà du capitalisme. Ça va prendre des directions syndicales qui ont même une perspective communiste si on veut être capable de répondre aux aspirations, aux besoins que la situation exige pour régler les problèmes graves des travailleurs. Ça veut pas dire que je suis en train de dire que on peut aller dans les syndicats et aller dire, bon, mais vos chefs sont nuls, ça vous prend des communistes comme chefs, élisez-nous, c'est nous qui allons vous sauver. Si on faisait ça, on ne se ferait pas écouter, il y aurait personne qui nous prendrait au sérieux. Mais, on réussirait seulement à s'isoler. Mais ça signifie que dans la prochaine période, on peut s'attendre à ce qu'on ait une longue période, une période prolongée de crise dans les syndicats et de convulsions et de combat, de luttes qui vont échouer, qui vont faire des petites avancées, mais tant qu'on n'aura pas assez de poids pour que nos idées trouvent un appui dans la société, dans les syndicats, on va voir cette période prolongée ouais, c'est ça. Alors, ça signifie qu'on a beaucoup de travail qui nous attend devant nous. Il y a une semaine, la Suisse, après de longs mois d'incertitude, a finalement obtenu une sorte de deal avec les États-Unis. Vous vous souvenez que Trump a imposé des tarifs de 39% contre la Suisse. C'était un choc énorme, massif pour la bourgeoisie suisse. Et ces derniers mois, on a déjà vu l'effondrement des exportations de l'industrie vers les États-Unis, et le chômage a déjà commencé à augmenter en Suisse. Et maintenant, il y a cette sorte de deal. Trump a déclaré qu'il est prêt à baisser les tarifs contre la Suisse à 15%. C'est encore beaucoup plus qu'avant la présidence de Trump, où c'était 2%. Mais au moins, maintenant, ça va être le même tarif que contre l'Union européenne avec ces 15%. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que, premièrement, rien n'est résolu. En fait, ce deal n'est même pas un deal, c'est une déclaration d'intention que les prochains mois, la Suisse va continuer à négocier avec le gouvernement des États-Unis. Donc, l'incertitude générale, elle reste. Et deuxièmement, la Suisse doit faire des concessions énormes face aux États-Unis. Moi, je dirais qu'on peut affirmer que la bourgeoisie suisse a été mise à genoux par le gouvernement de Trump. Et je pense que ça montre très bien la position de la Suisse dans la situation, dans le contexte actuel. En fait, l'industrie suisse, elle est fortement dépendante des exportations. Et le modèle de succès de la Suisse, c'est toujours basé sur des exportations vers tous les différents blocs, vers les États-Unis, vers l'Union européenne, vers la Chine, etc. Mais en ce monde actuel, avec cette crise du capitalisme, avec le protectionnisme qui monte,
avec la lutte pour la redivision impérialiste de la terre, des marchés, il n'y a pas de place pour cette petite Suisse dépendante des exportations, et elle est écrasée entre les différents blocs. Et en fait, si on regarde ce que la Suisse a donné aux États-Unis pour obtenir ces tarifs de cette réduction à 15%, déjà, ils doivent réduire le déficit commercial qu'ils ont avec les États-Unis jusqu'à la fin de la présidence de Trump. Ils ont promis d'investir 200 milliards de francs ces prochaines années. Et en fait, c'est 3 fois plus d'investissement que dans les années passées. Donc, c'est énorme. En plus, ils doivent ouvrir les marchés aux exportations des États-Unis dans plusieurs secteurs, dans l'agriculture, plusieurs parties de l'agriculture, dans les automobiles et aussi dans le secteur des services, les grandes entreprises de technologie, Facebook, Amazon, etc. En plus, il y a des discussions que dans les négociations, probablement, ça va inclure des achats d'armes des États-Unis, et encore qu'une partie des négociations, c'est une collaboration plus étroite de la Suisse avec les États-Unis contre la Chine, donc une sorte de contrôle d'investissement contre la Chine. Donc la Suisse va très probablement devoir s'aligner plus avec les États-Unis contre la Chine pour obtenir ces 15%. Donc, vous voyez, c'est un coup très dur contre la Suisse. Et il faut affirmer que la Suisse, ce n'est pas un pays colonial, pauvre, qui est soumis par l'impérialisme américain. La Suisse, c'est un pays riche, impérialiste, mais pour ce petit pays impérialiste, il n'y a pas de place dans cette lutte actuelle impérialiste. Donc, c'est un coup dur contre la Suisse. Mais ce que moi, je trouve encore presque plus significatif que les termes de ce deal en soi, c'est la manière comment elle a été conclue. Vous avez probablement tous vu que le gouvernement, ces derniers mois, il a été humilié, il a été mis à côté. Et finalement, ce deal, c'est uniquement fait parce qu'il y a toute une équipe de milliardaires représentants du capital financier de la Suisse qui est allé à Washington parler à Trump. Et en fait, c'était la corruption ouverte. Ils ont amené leur lignot d'or et leur cadeau une Rolex de, je pense, 20 ou 30 000 francs pour la table de Trump. Vous avez certainement vu ces images. Donc, c'était ça ce qui a été décisif pour arriver à ce deal. Et il y a plein de discussions sur ça. Et la N77, à mon avis, elle a posé la question que tout le monde devrait se poser si on voit ça. Mais c'est qui, en fait, qui gouverne ce pays? Et c'est exactement ça. Ce qu'on voit avec ces événements, c'est la nature de l'État bourgeois, la nature pure, le caractère de cet État. Que derrière toute cette façade de la démocratie se cache la dictature du capital financier. C'est ça le caractère de l'État bourgeois actuel. Et il y a toute cette hystérie de la gauche et des libéraux maintenant que mais c'est incroyable cette oligarchie qui prend le pouvoir, mais c'est pas possible. Et ils essayent de présenter ça comme quelque chose comme une anomalie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça
le caractère de l'État bourgeois. C'est la seule chose qui a changé avec Trump, c'est que ça se fait de manière ouverte, sous le regard de tout le monde. Tout le monde voit que en fait, ces milliardaires, des négociants des matières premières, de l'industrie de luxe, les propriétaires de Rolex, de Richemont, puis des investisseurs privés, ces crédits privés dont Josh a parlé avec ce Partners Group. Ce sont ces gens-là qui ont le contrôle de notre société. C'est eux qui imposent les conditions. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on le voit tous, et c'est ça ce qu'il faut expliquer, que l'État bourgeois, c'est en fait un État, c'est en fait la dictature du capital financier. Oui. Bon, je vais m'arrêter là. Mais je vais en fait un peu reprendre avec Martine, avec Benoît, et parler d'une mobilisation historique qu'il y avait cette semaine en Suisse de la fonction publique dans le canton de Vaud, qui est la plus grande mobilisation depuis 30 ans qu'on voit dans ce secteur, où il y a tous les collèges qui ont été en grève, la moitié des écoles obligatoires, l'accueil des migrants qui étaient en grève, les mamans du jour qui ont été pour la première fois en grève. Il y avait aussi la volonté de faire grève au CHUV, dans les hôpitaux, mais la direction de l'hôpital les a forcés à revenir au boulot. Et il y a aussi les étudiants de l'Université de Lausanne qui ont rejoint la grève en solidarité, mais aussi pour lutter contre les hausses de taxes dans les universités. Et tout ça, justement, lutte contre un budget, contre des attaques qui, mardi soir, cette semaine, a réuni 24 000 personnes dans la rue à Lausanne, qui est un tiers du personnel de la fonction publique dans le canton de Vaud. Et c'est en fait un peu une lutte qui a lieu dans toute la Romandie en ce moment, et contre des budgets, contre des coupes. On a eu à Genève la semaine passée une demi-journée de grève. À Fribourg, on a vu une journée de grève. Parce que partout, c'est vraiment des budgets qui coupent férocement dans les conditions. Il y a les coupes dans la santé, des gels d'embauche, des diminutions de salaire, alors que ce qui serait nécessaire en ce moment, c'est le contraire, c'est des investissements massifs dans la santé, dans l'éducation, dans le social, beaucoup plus de personnel et aussi une augmentation de salaire pour faire face à l'inflation, pour faire face à l'augmentation des primes d'assurance. Et cette mobilisation qu'il y avait dans le canton de Vaud, ça montre vraiment le chemin en avant, le chemin à suivre, parce que cette semaine, il y avait une première journée de grève, mais la semaine prochaine, ça continue, mardi, mercredi, et après, ils disent qu'ils font grève jusqu'à que leurs revendications seront acceptées. Ça, c'est une combativité qu'il faut pour faire face à ces budgets. Et je dirais aussi que cette combativité, ça connecte avec un mood, une ambiance, une colère qui existe partout en Suisse. Un peu cette idée de hey, on ne peut plus accepter de détérioration, ça suffit, et il faut lutter pour obtenir quelque chose. Et si on regarde aussi un peu les slogans qu'il y avait dans cette manif, un peu les pancartes, on voit vraiment que il y a une énorme haine qui existe parmi les gens contre ceux d'en haut. Parce que d'un côté, il y a justement des attaques sur tous les niveaux. Genre, si ce budget il est accepté, ils doivent, par exemple, enlever les poubelles dans les salles de classe, dans les écoles, pour juste épargner quelqu'un qui fait le tour. Ou aussi les EMS, ils parlent de devoir biffer le dessert dans les EMS. Ça veut dire encore enlever aux vieilles mamies leur pudding. Genre, ça, c'est les perspectives qu'il y a. Et c'est peut-être une petite anecdote, deux fois c'est aussi un peu de rumeur, mais ce que ça montre, c'est qu'ils veulent vraiment enlever chaque dernier truc encore. Et ça, après 30 ans des coupes, d'austérité, augmentation de stress, les salles qui grandissent, les soignants qui sont tous en burn-out. Et justement, maintenant s'ajoute un budget qui dit « Ah, vous devez maintenant aussi contribuer à la crise, ça c'est votre contribution ».
à ça. Et au même moment, les politiciens, qu'est-ce qu'eux ils font? Ceux qui ont développé ce budget, qu'est-ce qu'eux ils font? Eux, il y a 2 ministres du gouvernement qui ont pris une limousine pour aller au forum économique à Davos, qui a coûté, et chacun ils n'ont pas pris la limousine ensemble. Alors que ce que moi je comprends d'une limousine, c'est que c'est une grande voiture, tu pourrais mettre beaucoup de gens dedans. Au même moment de ça, ils ont fait des cadeaux fiscaux les dernières années pour les plus riches. Ils sont rompus avec la loi pour donner encore plus de cadeaux aux riches. Et les gens, ils voient ça et au même moment, ils voient les attaques. Et c'est après les mêmes personnes qui prennent les limousines qui disent « Ah, les fonctionnaires, eux, ils sont la couche privilégiée dans la société. Qu'est-ce qu'ils veulent faire grève ?» Et ce qui est justement important, ce qui est impressionnant, c'est que la réponse des grévistes, c'est qui vraiment les privilégiés ici? C'est pas nous, mais c'est vous avec vos limousines. Et ça, c'est reflété mardi soir à Lausanne. Et je pense quelque chose pourquoi il faut aussi parler de ça dans les perspectives mondiales, je dirais, c'est pas des politiciens, ils prennent depuis toujours des limousines. Je pense pas que c'est nouveau. Ils font depuis toujours des cadeaux riches, mais aujourd'hui, ces attaques, ces scandales, ça frappe sur un mécontentement de plus en plus grand et qu'il y en a partout, au Canada et en Suisse aussi. Et de plus en plus de couches qui ne peuvent plus accepter le status quo et de ces dirigeants qui défendent ces status quo. Et particulièrement dans les secteurs de la fonction publique, je dirais aussi genre les soignants qui étaient applaudis dans la pandémie avec l'initiative pour les soins qui n'a absolument rien changé pour eux. Sur ces couches, ils n'attendent plus rien de ces politiciens parce qu'ils savent qu'ils ne vont rien donner. Et du coup, là, je pense que cette situation explosive qu'on voit dans le canton de Vaud, en fait, il existe partout, mais ce qui a fait la différence, c'est qu'une direction syndicale a pu donner une expression à ça, donner un plan à ça, un plan combatif pour lutter contre toutes ces attaques. Et dans ce sens, je dirais, le canton Vaud, pour la Suisse, ou en général la Romandie, ça montre la voie à suivre. Et ça devrait être généralisé partout. Comment une lutte à Lausanne devrait être faite partout. Mais au même moment, il ne faut pas non plus exagérer cette lutte. Non, c'est vraiment au début. Et aussi, on est vraiment au début en Suisse d'apprendre et réapprendre des traditions de lutte, des traditions de faire grève. Mais au même moment d'apprendre exactement ces traditions, c'est une tâche objective qui se pose parce qu'il n'y a pas d'autre chemin de combattre ces budgets, de combattre les attaques, parce que ceux qui règnent, ces milliardaires qui vont chez Trump, eux, ils ne règnent pas cette société dans notre intérêt. Et dans un système où le profit, ils décident ce qui est produit, qui est fait et ce qui est décidé par le soin, l'éducation, le social, ça doit être profitable aussi. Et particulièrement quand ce système se trouve encore dans une crise, ces profits vont être cherchés partout, et ça sur le dos des employés, sur le dos de la classe ouvrière dans son ensemble. Et si ce n'est pas le budget cette année, c'est le budget de l'année prochaine et celle d'après. Parce que capitalisme signifie l'austérité, particulièrement s'il est en crise. Et du coup, si on veut que le social, la santé et l'éducation, ça passe avant le profit, alors tout le système dans son ensemble doit partir, y inclut ces dirigeants qui les règnent. C'est bon? Alors, camarades, je pense que cette discussion a été très bonne. Les camarades ont soulevé d'excellents points, mais je vais me concentrer sur les questions qui ont été posées. Premièrement, le camarade a posé une question en ce qui concerne l'Amérique latine. En ce qui concerne la question de l'impérialisme américain à Amérique latine, oui, il se concentre déjà davantage sur cette région. Lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il voulait se retirer des guerres éternelles en Ukraine et au Moyen-Orient et cesser de subventionner la défense européenne afin de se concentrer sur les véritables priorités de l'impérialisme américain, qui ne se trouve pas outre-Atlantique, mais dans le Pacifique,
Cela nécessite de renforcer l'impérialisme américain dans les Amériques, qu'il considère comme son arrière-corps. C'est ce qui se cache derrière la soi-disant doctrine Monroe. Vous le connaissez? D'après la doctrine Monroe. C'est ce qui motive la volonté de s'emparer du Groenland, d'annexer le Canada et d'imposer des droits de douane élevés et d'autres pressions aux pays d'Amérique latine. Il s'agit également d'une tentative visant à repousser l'influence chinoise dans la région. La Chine est désormais le premier partenaire commercial de l'Amérique du Sud, par exemple. Ça, c'est une menace pour la domination de l'impérialisme américain, non? Un camarade a parlé de Venezuela. La classe dirigeante américaine a tenté à plusieurs reprises de renverser le gouvernement vénézuélien, mais cette fois-ci, cela est clairement lié au fait que le régime Maduro est un allié solide de la Chine dans la région. Il convient de mentionner que Trump a également accusé Gustavo Petro en Colombie d'être un trafiquant de drogue. Là encore, il aimerait se débarrasser de Petro et le remplacer par quelqu'un de plus favorable aux intérêts américains. Le problème, c'est que cette pression suscite une réaction contraire. Il y a un processus dialectique dans la situation. Tout d'abord, les dirigeants comme Lula au Brésil et Petro ressentent la puissance de la Chine à l'ouest et tiennent tête à Trump. Ils ne capitulent pas. Cette pression a également un effet sur la conscience des masses aussi, dans ces pays, ce qui pourrait se traduire à l'avenir par davantage de gouvernements anti-américains. En bref, il est impossible de faire reculer l'histoire de 100 ans. Et comme dans d'autres pays du monde, comme dans d'autres parties du monde, la tentative des États-Unis d'y parvenir créera une instabilité supplémentaire, voire une révolution à un certain stade. Donc, c'est plus compliqué. Un camarade a aussi demandé comment résister à la répression au Kenya. Je dois d'abord préciser que le mouvement s'est essoufflé temporairement au Kenya. Donc, mes réponses se rapportent à une nouvelle vague de mobilisation populaire. Elle ne s'applique pas en toutes circonstances. Okay? Une chose que nous avons observée dans d'autres révolutions, comme au Soudan, est la formation d'assemblées populaires qui peuvent organiser la sécurité des manifestations, par exemple, et arrêter les agents provocateurs qui étaient très actifs au Kenya dans le mouvement. Une autre question importante concernait l'armée. À un moment donné, les soldats de base ont commencé à hésiter au Kenya. Il fallait diviser l'armée selon des lignes de classe et rallier une partie des soldats à notre cause. Cela aurait probablement entraîné la chute de la régime, mais aurait également donné aux organisations populaires les armes nécessaires pour se défendre, mais aussi pour vaincre la répression de l'État. L'arme la plus puissante est la classe ouvrière soi-même. Au Kenya, les bataillons lourds de la classe ouvrière ne se sont pas joints au mouvement. Le mouvement futur doit trouver une voie vers la classe ouvrière qui peut paralyser la société,
comme nous l'avons vu avec les grèves générales au Soudan, qui auraient pu conduire les travailleurs à prendre le pouvoir, en fait. Mais rien de doute cela ne peut être fait spontanément ou par des individus sur les réseaux sociaux. Il faut un parti et une direction capable de présenter un programme et de donner une orientation à la jeunesse révolutionnaire. Le Soudan nous met également en garde. Sans un tel parti, la révolution se transformera inévitablement en contre-révolution, avec des conséquences effroyables. Le socialisme ou la barbarie, c'est finalement la question du parti. Un camarade a posé une question sur les perspectives de l'impérialisme européen en Afrique. Et ces perspectives sont sombres pour l'impérialisme européen. L'Union européenne reste le premier partenaire commercial de l'Afrique dans son ensemble. Elle conserve donc une influence des intérêts importants sur le continent, mais la tendance est à la baisse. Il y a plusieurs raisons à cela. La première que je voudrais évoquer est le changement radical de mentalité qui s'opère chez les jeunes Africains. La crise profonde que traversent ces pays engendre non seulement des mouvements de masse comme ceux que nous avons observés au Kenya, mais aussi un sentiment anti-impérialiste très prononcé partout. Et cette haine envers l'impérialisme est principalement dirigée contre les anciennes puissances coloniales européennes. Dans certains cas, et comme au Mali, au Burkina Faso et au Niger, cela a entraîné une rupture ouverte avec l'impérialisme européen et un rapprochement avec d'autres puissances telles que la Russie, la Chine et même des puissances plus modestes comme la Turquie. Mais même les pays qui restent favorables à la France et à l'Occident ont dû prendre leur distance, demandant le retrait des forces armées françaises et cherchent désormais à diversifier leurs partenariats commerciaux et leurs investissements, comme le Togo, comme le camarade l'a déjà expliqué. Dans l'après-guerre, les États-Unis ont permis aux puissances européennes d'exploiter l'Afrique, presque comme s'il s'agit de leur filiale. Mais aujourd'hui, outre la concurrence de la Chine, de la Russie et d'autres pays, l'Union européenne est écartée par son plus puissant allié, en fait. L'année dernière, l'UE a signé un accord sur les terres rares avec la Rwanda, dans l'espoir de tirer profit du carnage au Congo. Mais les accords de paix et minéraux signés par Trump avec la République démocratique du Congo et le Rwanda donnent aux entreprises américaines un accès privilégié pour exploiter les mines de la région et construire des infrastructures. L'Europe a été, en effet, mise sur la touche. Cela intervient à un moment où les moyens des États européens sont très limités. L'aide sous diverses formes a été une source d'influence majeure pour l'impérialisme européen. Cette aide sert à maintenir la dépendance des gouvernements africains, à rendre les impérialistes indispensables pour le pays et à obtenir des contrats et des actifs pour les monopoles européens. Je suis convaincu que les États européens tenteront d'éviter de réduire trop fortement cette aide, mais leur niveau élevé d'endettement et leur déficit budgétaire limiteront leur capacité à être compétitifs dans ce domaine. Merci. La crise de l'impérialisme européen en Afrique reflète donc tous les principaux processus
que se déroule à l'échelle mondiale. L'intensification de la rivalité impérialiste, la faiblesse et les contraintes inhérentes aux petites puissances européennes dans cette rivalité, mais aussi le développement d'un climat révolutionnaire à travers le monde et en particulier en Afrique. Et j'ajouterai simplement que je me réjouis sincèrement de ce déclin de l'impérialisme européen en Afrique et partout, car il aura des conséquences révolutionnaires, non seulement en Afrique, mais aussi en Europe même. Cela m'amène à me demander à la question, pourquoi le front européen est si important à mon avis? Je pense que le camarade a déjà résumé les raisons, mais je vais essayer de développer mon argument. Tout d'abord, la crise capitaliste touche tous les pays, mais elle se manifeste de différentes manières. Il y a clairement une crise aux États-Unis, mais en tant que pays le plus puissant du monde, celui-ci dispose de certaines réserves et de certains moyens pour contenir la crise pour une période. De même, il existe de grandes contradictions en Chine, mais lorsqu'une crise éclatera, ce pays disposera de certaines réserves sur lesquelles s'appuyer. La bourgeoisie européenne perd chaque jour les réserves dont elle disposait. Deuxièmement, la colère de classe dirigée contre l'ensemble du régime et la classe dirigeante se développe très rapidement en Europe. Et les attaques massives qui s'annoncent vont provoquer d'énormes mouvements de la classe ouvrière. Et ici, je voudrais aborder la question de la classe ouvrière elle-même. Les masses africaines détestent également leur classe dirigeante corrompue et l'impérialisme étranger. Elles ont également fait preuve d'un immense courage en combattant la réaction dans les rues. Mais nous devons reconnaître que la classe ouvrière est une petite minorité dans la plupart de ces pays, et là l'exception de l'Afrique du Sud et peut-être de l'Égypte. Dans la plupart des pays africains, la classe ouvrière n'est même pas majoritaire dans les villes. Et les travailleurs sont constamment touchés par le chômage et des conditions précaires que nous ne pouvons imaginer, en fait. Les organisations de la classe ouvrière sont donc pratiquement inexistantes dans beaucoup de pays africains. Nous devons nous demander si cela a un impact objectif sur la lutte de classe. Bien sûr que oui. Et cela affecte notre travail. Je suis notre travail en Afrique subsaharienne. Construire une section de ce mouvement de l'international communiste révolutionnaire est un travail extrêmement difficile en Kenya, en Côte d'Ivoire, et presque impossible au Burkina Faso aujourd'hui. De plus, les pressions de la vie dans ces pays rendent les choses beaucoup plus compliquées d'ici. Nous ne pouvons pas construire au Kenya un parti révolutionnaire suffisamment grand et fort pour intervenir de manière décisive dans la prochaine vague de la mouvement. De plus, les conditions dans ces pays peuvent conduire à la barbarie, comme la Soudan. Nous devons comprendre cela concrètement. Dans les années à venir, disons les 10 prochaines années, nous assisterons à des événements révolutionnaires en Europe. La situation l'exige. La classe ouvrière est très forte et en colère est confrontée à une classe dirigeante faible, dégénérée, sénile et pathétique, même si celle-ci reste aussi vicieuse que jamais. La question est de savoir si nous pouvons construire des partis communistes révolutionnaires comptant des milliers de membres, capables à terme de prendre la tête à ces mouvements, au moins dans certains pays. Oui, je crois que nous le pouvons et nous le devons. Je crois que cette période offre à la classe ouvrière européenne la meilleure occasion de son histoire de prendre le pouvoir. Et quel impact cela aurait-il sur la situation mondiale? Cela changerait complètement le cours de l'histoire.
car ce sont des pays riches et impérialistes. Mais cela ne se fera pas automatiquement. Si nous ne faisons pas notre travail, de nombreuses occasions seront perdues. C'est la conclusion finale à laquelle cette discussion doit nous mener. Nous devons saisir les opportunités qui s'offrent à nous pour construire dès maintenant et jouer notre rôle dans la révolution mondiale à venir. Merci. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo